Après ça, une fois que tu as les skills de mass produce puis de faire beaucoup de short films avec ces expériences-là, tu peux les faire extrêmement rapidement, aller chercher un niveau de qualité exceptionnel, puis ça à un moindre coût. Puis tu n'es pas dépendant de subventions, tu n'es pas dépendant de demander des faveurs, tu n'es pas dépendant de quoi que ce soit. Tu peux le faire maintenant. Puis c'est ça que j'aime de ça. Et si tu pouvais créer des films avec liberté totale, et ta seule limite que tu as, c'est ta limite mentale. Aujourd'hui, je t'amène au travers de notre premier court-métrage qui s'appelle Dark Scouts, un court-métrage de fiction qui a été entièrement réalisé dans Unreal Engine. Puis mon but, c'est vraiment de te prendre dans chacune des étapes de la production du film, puis j'en parle un peu avec Frédéric Breton, que ça soit du motion capture du visage, du corps, que ça soit d'une VCam, donc une caméra virtuelle dans l'espace. On parle aussi d'AI, on parle aussi du futur justement de Unreal Engine avec l'intégration de l'AI, puis où est-ce que ça a sa place dans le futur. Donc vraiment une vidéo qui va vraiment t'amener dans le cœur de Unreal Engine, de ce qui est possible de réaliser aussi, puis à quel point Unreal Engine devient vraiment un super pouvoir pour toutes les productions indépendantes parce que maintenant plus que jamais les outils sont moins chers, ils sont plus accessibles et maintenant la seule chose vraiment qui nous distingue c'est comment on raconte nos histoires, c'est vraiment le storytelling. Donc aujourd'hui vraiment je vous présente tout ça, mon parcours, comment j'en suis arrivé là, puis vraiment qu'est-ce qu'on en retire de toute cette belle expérience-là. Écoute cette vidéo-là jusqu'à la toute fin et n'hésite pas si tu as des questions à les poser en commentaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à apprendre le 3D? Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un peu cette intention-là de faire comme du jeu vidéo, puis même faire des films un peu plus comme animés. Avec un ami, on s'est dit, bon là, on s'y met, on apprend Unreal. J'avais déjà un peu une connaissance de Blender, puis là, on s'est dit, on va faire un jeu vidéo. T'sais. Puis on dirait qu'à ce moment-là, quand on a commencé à travailler sur Dark Scouts, ben c'est là que toute la programmation que tu t'es faite dans ta tête de ça en cinéma, c'est possible ou c'est pas possible, tu commences à tout remettre en question. Tu arrives avec Unreal que tu peux générer en quelques clics une foule d'ennemis, que tu peux avoir des environnements illimités, puis que tu peux juste en 3 heures générer une scène immense puis super visuellement intéressante. Bien là, ça refait toute limite qu'on s'est mis dans la création 3D. Puis je pense que c'est ça qui me fait encore plus tomber en amour avec le 3D que même peut-être les productions traditionnelles. C'est qu'on est plus limité par l'espace, par le médium. Maintenant, on peut juste passer beaucoup de temps sur un truc, puis tu vas arriver à le faire. T'sais. Fait qu'après ça, est-ce que tu es willing de mettre le temps au début parce qu'il y a une learning curve, là, bien entendu. Ouais. Ouais. Puis le studio, ça a été juste ton appartement que on s'est jamais sorti de là. Exact. On n'a pas eu, c'est ça, besoin de louer un studio, quelque chose. On a tout fait ici dans le salon, puis on s'est enregistré. Fait que c'était super facile de ce côté-là. Là. C'est quoi un peu la genèse du projet? D'où c'est que ça t'est parti cette idée-là de faire ce projet-là? Au début, c'était avec un ami qu'on avait eu comme idée de faire Dark Scouts, puis en fait, c'était censé être un jeu vidéo. Fait que tu sais, comme tu peux le savoir, ça s'est quand même métamorphosé comme projet, puis finalement, c'est devenu un court-métrage. Puis au début, vraiment, l'objectif, c'était vraiment de prendre des packs vraiment d'éléments 3D, de mettre tout ça dans une scène, puis de faire comme, qu'est-ce qui est possible de réaliser le plus rapidement possible en apprenant Unreal. Fait qu'à la fois, on apprenait le logiciel de modélisation 3D, puis pour créer nos scènes. Puis en même temps, on utilisait justement des assets en ligne. Le but, c'était vraiment de créer un environnement qu'on allait pouvoir avoir un personnage qui se promène au travers de la carte. Puis le but, c'était de faire un jeu de survie avec des vagues de squelettes. Fait que c'était vraiment d'avoir une map qui était interactive, qui était le fun à jouer. Fait qu'il y avait beaucoup un job de blocking à faire, de dire on veut tel building là, telle maison, telle maison. Puis une fois que ça c'est fait, ben là, c'est vraiment de commencer puis de faire les gros éléments. Donc vraiment construire les maisons, construire la cathédrale. Après ça, une fois que ça c'est fait, ben de rajouter, par exemple, les arbres, d'avoir une bonne idée où est-ce que ça va se trouver. Puis là, ben, plus tu avances dans le processus, ben, tu décides d'ajouter les textures au sol, tu décides justement d'ajouter les plus petits arbustes, que ce soit les petits bâtons au sol, les petites roches. Donc vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais une fois qu'on a une carte comme ça de développer, on a manqué d'intérêt pour le jeu. Puis finalement, ben, c'est là que ça s'est transformé vraiment en vouloir faire un court-métrage, vraiment de rentabiliser toute la carte qui avait été modélisée. Puis de vouloir faire une mini-histoire au travers de ça. Puis c'est là, ben, un moment donné, justement, que je t'ai reach, puis j'étais comme, est-ce que tu as des idées? Puis qu'on a commencé à brainstormer pour le projet. Là. Une fois que tu m'as parlé de ce projet-là, tu m'as montré un peu l'univers, un peu le logiciel, c'est comme, je voyais beaucoup de potentiel de genre juste comme avoir du fun dans un univers digital créé de toutes pièces, qu'on pouvait faire un peu ce qu'on voulait, puis ou surtout qu'on pouvait faire tout ce qu'on pouvait pas faire avec un budget restreint ou avec le budget que ça a coûté finalement de faire ce projet-là. T'sais. Exact. Puis moi, je trouve que c'est un peu ça la magie d'Unreal, c'est que
rapidement, tu mets des éléments dans une scène, tu peux imaginer, puis la seule limite, c'est ton imaginaire. Tu peux vraiment comme créer tous les univers que tu veux à faible coût, puis je pense que ça a vraiment un potentiel immense pour les productions indépendantes, mélanger ça avec l'intelligence artificielle, la création vidéo. C'est ça que ce projet-là m'a fait un peu réaliser que pour une production indépendante où tu es habitué de penser en mode le budget, c'est quoi les ressources qui sont à ma disposition, mais là, avec Unreal, vu que tu peux acheter des assets faits en ligne, mais tu peux filmer dans un aéroport, puis ça coûte rien, ça coûte pas plus cher que de filmer ça dans un petit appartement, tu sais, fait que ça enlève toutes ce qui est les limites de lieu, en tout cas, pour ça. C'est sûr que de jouer un peu avec tout ça, c'est un outil de plus, il y a des défis qui sont reliés à ça que tu n'as pas dans la vraie vie et vice-versa, tu sais, comme, mettons, si je parle de l'éclairage, genre c'est ultra facile, tu sais, genre t'as même pas besoin de avoir une équipe de 5 grippes pour aller monter une lumière super haute pour faire faker une lune, tu sais, c'est one click away, mais après ça, tout ce qui est comme facile de faire dans la vie, genre du feu ou de l'eau, un liquide qui se verse, quelque chose comme ça, tu sais, ça devient vraiment plus compliqué, en tout cas, c'est de la physique, puis c'est les difficultés de genre une production indépendante à faible budget sont toutes éliminées avec Unreal, mais comme le fait que ce soit tout un logiciel, ça rend certaines choses plus difficiles aussi. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, pour rebondir sur ce que tu as dit, je trouve que ça change tellement la mentalité aussi d'une production conventionnelle parce que c'est comme, vu que c'est tellement itératif, puis c'est ça que je trouve le fun. Tu sais, mettons, tu te rappelles juste la scène où est-ce que, quand tu as fait ton mouvement de caméra, puis là, ça hit le visage, tu sais, de l'autre. Tu sais, juste cette shot-là, je trouve que c'est un peu symbolique pour moi parce que, au début, on était juste comme, il va sortir dehors, puis là, il va tomber à terre, il va courir. Puis finalement, ben, je sais plus trop, là, en tout cas, je pense que tu avais dit, ben, on pourrait se retourner ou faire un mouvement. Puis de là, ben, là comme, je me suis dit, tant qu'à y être, il va avoir la flèche. Puis là, tant qu'à y être, il pourrait avoir une explosion juste avant. Fait que c'est juste comme, ouais, c'était très comme itératif. À chaque fois, tu rajoutes, tu as des nouvelles idées. Puis après ça, j'étais comme, ben, tant qu'à y être, il va falloir que ça donne un combat. Fait que je vais rajouter des gens qui sont au sol en arrière-plan. Fait que toute l'idée de comme un mouvement d'un truc, ben ça a donné lieu à un univers, ça a donné une création. Comme un peintre part d'un canevas blanc, puis qui rajoute des personnages, rajoute des détails et tout. Tu peux rajouter des détails à l'infini dans le monde 3D. C'est ça. Ouais. Même toi, à un moment donné, quand on travaillait au début sur le projet, tu étais comme, on va changer la lumière là, on change la lumière là. Mais si on tombe trop dans le perfectionnisme, je trouve, dès le début, c'est tellement tough de progresser. Mais mettons, tu passes au travers de comme plus l'animation globale. Puis après ça, tu peux revenir, puis à la V10, tu peux changer ton lighting. Il n'y a rien. C'est ça qui ça faisait bizarre de venir d'un univers où que tout ce que tu tournes, ben, c'est tourné de même, puis après ça, tu le montres. Mais là, tu peux changer n'importe quoi, n'importe quand. Puis ça te donne beaucoup de liberté, mais c'est aussi un challenge en soi de maintenant que tu peux faire n'importe quoi, qu'est-ce que tu choisis de faire? Oui, tu peux faire, tu vas pouvoir faire ce qui est le mieux pour l'histoire. Mais c'est ça, je trouve, puis c'est là que je trouve que c'est facile aussi de se perdre, puis tomber trop aussi dans comme. Plus dans des effets spéciaux que servir l'histoire. Est-ce que ça sert l'histoire? Je trouve que. C'est pas faire des mouvements de caméra juste parce que tu peux les faire ou pas faire certains trucs juste parce que tu peux les faire. Ouais. Exact. Fait que je pense qu'il faut toujours rester dans le cadre de c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée sans limite qu'on veut faire? Mais si on est trop comme on veut juste faire des effets spéciaux puis qu'on oublie un peu l'histoire qu'on veut raconter derrière, je trouve que ça perd son sens. Puis je trouve que c'est un peu aujourd'hui ce qu'on voit, mettons, avec l'intelligence artificielle. C'est qu'il y a beaucoup de gens, on va voir des super belles images, super bien render, mais souvent, c'est que c'est tellement comme produit rapidement, puis ça va manquer un peu peut-être de thought, de pensée derrière, puis de storytelling. Mais je trouve que, pour moi, production indépendante du futur, c'est vraiment les personnes qui mettent le storytelling d'abord, puis qui vont chercher ces outils-là pour vraiment amener la production plus loin. C'est ça, on est rendu à une ère où la technique, genre un niveau de technicalité professionnelle est vraiment facile à atteindre. Fait que la seule chose qui fait la différence qu'un projet est bon ou non, c'est juste à quel point c'est créatif, à quel point c'est compelling, est-ce que ça te fait vivre quelque chose quand tu regardes ça. Puis c'est ça, Dark Scout, ça a été vraiment un projet un peu laboratoire, comme on avait déjà une carte toute établie, là, qu'ils avaient passé beaucoup d'heures à modéliser pour qu'on puisse jouer là-dedans. Puis justement, on se cachera pas que c'était peut-être ambitieux pour un premier projet en apprenant Unreal, tu sais. Mais ça a pareil été vraiment un laboratoire qui nous permet de jouer avec plusieurs aspects puis de découvrir tout ce qui est tous les avantages ou les inconvénients de ce processus-là. Ou, mettons, si je compare ça plus à une production traditionnelle, je pense qu'il y a le VCAM, quand on a commencé à explorer ça aussi, ça
ça donnait vraiment le feeling d'être comme sur une production de cinéma traditionnel, tu sais, que t'as l'image, c'est juste que tu vois l'univers juste à travers ta caméra, puis ça, je trouvais ça intéressant, je trouve ça ramenait un peu le workflow de genre, OK, la caméra, elle interagit avec ce qui se passe devant et non pas c'est programmer ça pour se rendre là. Fait que, tu sais, il y a des outils intégrés là-dedans pour accommoder aussi, tu sais, la production virtuelle et tout. Fait que j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un bel avenir pour les productions indépendantes ou à faible budget de développer ça, puis c'est ça, de pouvoir arrêter d'avoir les limites qu'ils ont toujours eues. Ouais. Puis tu sais, comme tu dis, de passer comme par virtual production, tu sais, c'est pas quelque chose qu'on a exploré, mais c'est quelque chose qu'on va voir dans le futur. Mais c'est fou, tu sais, ce qui est possible de faire, de juste comme, tu sais, de mélanger justement une personne réelle avec un background, tu sais, fait par exemple dans Unreal, puis après ça, c'est ça, tu sais, soit d'avoir un LED screen, tu sais, vraiment sur lequel c'est diffusé en direct, ou avoir un green screen qu'on remplace l'arrière-plan, puis je trouve ça, ou même des fois, c'est sûr, il y a des studios, même ce qu'ils font, c'est genre des backgrounds, mais faits par l'AI, par exemple. C'est fou les limites que ça débloque parce que tu peux créer tes propres environnements, tes propres trucs, mais tu gardes le côté réel d'une vraie personne, d'un vrai individu. Ouais. Puis pour moi, c'est ça qui va comme. Peu importe l'AI dans le futur, comment il va persister, je trouve que l'humain va toujours rester de l'avant. Puis je trouve que ça, c'est un bon processus hybride où est-ce que c'est plus rapide, c'est cost-effective, c'est super créatif, ça repousse les limites, mais en même temps, ça reste humain, ça reste du vrai acting. Puis je trouve que c'est pour ça que moi, c'est là l'aspect intéressant que je trouve vraiment intéressant de Virtual Production, que là, on n'est pas encore là, c'était vraiment des personnages 3D, mais une fois qu'on a appris ces skills-là, de l'implémenter, mais avec des vrais humains, c'est là que je pense le fun il commence. Ouais, c'est comme cette technologie-là est comme un peu le meilleur des deux mondes parce que ça nous permet tu tournes un visage sur un green screen puis tu décides après c'est quoi le background. Ouais. C'est pas la même chose que d'être dans une production virtuelle, soit avec le VCam ou sur un mur LED ou whatever. De voir ce que tu filmes puis que tout le monde le voit puis de pouvoir réagir à ça. Mais en même temps, t'as pareil la flexibilité de si t'avais juste tourné sur le green screen puis tu peux changer la montagne de place, là, tu sais. Ouais. Fait que Ouais. c'est ça qui est comme... C'est un peu genre best of both worlds, in a way, tu sais. Mm-hmm. Il y a comme la flexibilité du monde digital combinée avec la réaction émotive qu'on peut avoir à travailler avec des trucs qu'on voit puis qu'on peut manipuler, tu sais. Exact, ouais. Pour moi, de faire du motion capture, c'est vraiment de capturer le mouvement des personnages, par exemple, comme on a fait dans le film. Ça a toujours été quelque chose que je pensais que ça allait coûter des milliers de dollars parce qu'il fallait des sous, comme on peut voir des fois sur les grands studios. Puis c'est la méthode traditionnelle de faire ça, puis je pense que c'est la plus accurate. Mais j'avais aucune idée qu'avec des logiciels en ligne comme par exemple Marionette qu'on a utilisé, un logiciel qui coûte seulement une vingtaine de dollars par mois, tu peux générer autant que tu veux à partir de vidéos filmées, des animations que tu peux après ça importer dans Unreal. Puis on dirait que la seconde que j'ai trouvé un logiciel comme ça, qui était pas cher, pour 20 dollars par mois, tu peux filmer autant que tu veux, puis tu vas avoir des mouvements réalistes, organiques. C'est là que tu te rends compte que t'as pas de limite en termes de mouvement. T'es pas obligé d'avoir un truc générique de juste faire comme « Ah, là, je bouge le bras comme ça, je bouge comme ça. » Ouais. Encore une fois, la barrière d'entrée est comme vraiment basse parce que j'ai pas besoin de savoir exactement comment un doigt ça bouge ou comment animer un squelette de marionnette, là, tu sais. Exact. Puis tu sais, ça, c'était super le fun à filmer, à faire ensemble, là, parce que c'est, comme tu dis, en fait, n'importe qui, t'es juste venu, on a joué avec le logiciel, on se filme nous-mêmes, puis c'est vraiment juste de performer le truc, là. Ouais, tu sais, on est arrivé, puis on a commencé juste à se filmer nous autres. Fait que tout le film, tous les personnages principaux, ce qu'ils font, c'est soit nous qui les font ou soit c'est quelque chose qui est trouvé comme gratuitement en ligne sur Mixamo. Encore une fois, c'était une autre barrière mentale qu'on avait qui a été brisée parce que comme tous les outils nous permettent de rendre ça accessible. T'sais. Exact. Ouais. Puis ça a été drôle parce que toi, tu as fait tes recherches un peu avec le logiciel avant que j'arrive et qu'on fasse le processus. Puis moi, je suis arrivé, puis j'ai juste fait des animations, puis je t'en faisais quelques-unes, puis j'espère que le logiciel il marche bien. Puis pour ça, j'ai été déclaré chef animateur officiel parce que j'avais 30 minutes d'expérience de plus que toi sur le logiciel. Exact, ouais. Non, ça, mais c'est quand même drôle, puis c'est le fun à faire aussi, je trouve. Puis on l'a vécu, tu sais, l'expérience du tournoi. On était comme des acteurs en soi. Tu sais, ça n'a pas juste été comme on a pris des animations en ligne où on a fait tout comme. Fait que, tu sais, je pense que ça aurait été comme long et pénible. Mais là, de l'acter nous-mêmes puis de le faire, je trouve que ça rajoute tellement comme. Vraiment, on peut vivre l'émotion par le mouvement, on peut le vivre nous aussi. Le processus était comme assez organique vu que c'est juste genre.
tu pars la caméra, puis là, tu fais ton T-pose, là, puis après ça, tu fais juste here you go, puis tu fais ce que tu veux, tu sais, puis ça rend ça vraiment facile. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est comment, par exemple, dans ta performance, c'est comme celle que tu avais comme tombé à terre et tout. Mais à partir de ça, ben là, ça a influencé ton mouvement de caméra que tu as fait après. Fait que tu sais, c'est drôle comment tu t'es filmé toi. C'est ça. J'étais le gars qui tombe et le caméraman qui filme le gars qui tombe. Ouais. Avant, dans un setup normal, tu peux pas imaginer ça, mais Non, c'était une scène, c'était que toi, Fred, la star. Là, C'est tout moi, cette job-là. Puis après ça prend juste un casque de vélo puis avec un bâton puis une caméra pour faire la face. Exact. Puis ça, il y a quand même une learning curve, ça paraît pas. Tu sais, moi, en tout cas, j'ai passé un petit moment dans mon bureau, là, à faire des faces qui se retournent. T'étais pas là pour ça, là, mais c'était, en tout cas, s'il y avait du monde qui me regardait par la fenêtre, ils ont dû me trouver bizarre en maudit. Mais même là, il y a quand même une learning curve aussi parce que c'est du motion capture de visage, mais vu qu'il n'y a pas de points qu'il y avait sur ma peau et tout, c'est accurate, mais jusqu'à un certain point. Fait qu'il faut des fois que tu l'actes plus que dans la vraie vie, mais pas trop parce que ça a de l'air fou. Parce que les petites subtilités, tu sais, Unreal, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de la misère à les capter. Fait qu'il faut que tu l'overactes un peu, en tout cas. Puis à la base, je suis pas un acteur, fait éventuellement... parce que sinon, Fred, ça va être toi la prochaine fois. Là, je pense qu'on va peut-être aller chercher quelqu'un qui est compétent là-dedans, peut-être. En gros, ce projet-là, ce qu'on voit dedans, c'est des lieux créés par toi, avec moi qui bouge, qui fait le corps, puis toi qui fais la face, puis moi qui fais la caméra. Puis c'est une espèce de melting pot de tout ça. Exact, tu sais. Tu n'es pas obligé de même prendre le même acteur pour le visage que pour le corps, tu sais. Non, exact. Non, c'est deux acteurs totalement différents, filmés à deux moments différents aussi. C'est très itératif, fait que c'est ça la flexibilité puis qui est le fun avec. Là. Puis comment tout ça t'a ramené vers la fiction, tu sais? Ben, je pense que, en fait, la question, c'est plus pourquoi je suis parti, je pense, de la fiction au départ. C'est que je voyais, tu sais, le coût de production super élevé, tu sais, limitatif. C'est quand même quelque chose de stressant, tu sais, c'est beaucoup... Tu sais, l'un des derniers gros films que j'avais fait, c'était comme un truc post-apocalyptique, tu sais, c'était beaucoup de demandes d'autorisation, check-up avec la police. Tu sais, après ça, c'est demander des faveurs à beaucoup de gens parce que c'était un truc indépendant. Beaucoup de temps, tu sais, c'est énormément, beaucoup de travail. Fait qu'à la base, on dirait que naturellement, je suis comme parti un peu de ça parce que c'est excessivement de travail. Puis quand on vieillit, ben là, tu n'oses plus demander à ton ami justement de juste venir t'aider une fin de semaine. Tout le monde est occupé, tout le monde a des jobs. Fait que tu veux pas, faut que tu sois capable de financer tes projets. Fait que puis c'est là que justement le coût de production, ben, comme il explose, c'est dispendieux. Puis on dirait de là de refaire comme de la fiction, mais de pouvoir créer à son propre rythme, que si par exemple, ben, tu as un acteur principal qui veut juste t'aider, par exemple, pour faire le film de justement en 3D, ben, comme, puis il veut juste t'aider un peu, ben, il peut t'aider quelques jours à juste faire du acting, mais après ça, si tu veux, tu peux prendre quelqu'un d'autre, puis c'est lui qui va acter dans le rôle du même personnage. Fait que tu sais, c'est fou comment on dirait que ça l'élimine beaucoup de barrières, puis ça redébloque vraiment comme la créativité de ce qui est possible de faire. Puis maintenant, ben, la seule chose, en fait, la seule limite vraiment que tu as, ben, c'est le coût des assets, parce qu'il y a quand même un coût réel, le temps que tu es willing de mettre, parce que c'est quand même du temps à apprendre et à mettre. Mais une fois que tu as tes assets, que nous, on s'est débrouillé pour moins de 200 $, que tu as du temps, puis que tu es prêt à apprendre, puis que tu as appris le workflow. Moi, ce film-là, justement, ça a été fait en peut-être 300 heures pour moi, puis tu as mis du temps, toi aussi, là-dedans. Après ça, une fois que tu as les skills de mass produce, puis de faire beaucoup de short films avec ces expériences-là, tu peux les faire extrêmement rapidement, aller chercher un niveau de qualité exceptionnelle, puis ça à un moindre coût. Puis t'es pas dépendant de subventions, t'es pas dépendant de demander des faveurs, t'es pas dépendant de quoi que ce soit. Tu peux le faire maintenant. Puis c'est ça que j'aime de ça. Il y a des trucs de même, tu te dis, hey, ça fait des années que je veux le faire, puis tu le fais pas réellement, tu prends pas action. Puis on dirait que là, quand tu te rends compte que comme, hey, ça prend juste une formation de 5 heures que j'ai faite, je peux créer mes propres environnements dans Unreal, qui est gratuit en ligne. Boum! On dirait que, je sais pas, ça te débloque quelque chose dans le cerveau, puis tu as juste envie d'apprendre plus. Je suis retombé un peu dans cette courbe-là de vouloir réapprendre plus, puis après ça, c'est juste comme exponentiel, ce que tu peux réaliser.